Bonjour à toutes et tous, bonjour dans la salle et en ligne. Bienvenue pour cette dernière matinée de webinaire Ouranos de l'année, consacrée sur la thématique de l'eau, donc deux interventions qui vont porter sur les questions de l'eau. Petit rappel de règles de bon déroulement de l'événement. Merci de garder vos micros muets en ligne n'hésitez pas à intégrer vos questions directement dans le fil de discussion. On pourra après les traiter une fois la présentation qui sera réalisée. Comme je disais, aujourd'hui, c'est un programme double. Le second webinaire, intitulé Adapter nos milieux de vie urbains pour une gestion plus durable des eaux pluviales dans un contexte de changement climatique, aura lieu à 11 heures. Puis, si vous le souhaitez le suivre, en fait, il faudra vous connecter avec un autre lien qui sera intégré dans le fil de discussion. On est très heureux aujourd'hui de vous présenter, d'accueillir l'équipe de recherche qui va vous présenter le projet, le webinaire intitulé Les effets d'une séquence d'enseignement interdisciplinaire ciblant les risques d'inondation sur les connaissances, les perceptions et la préparation d'élèves du premier cycle du secondaire. On a quatre intervenants, Chantal Derry, Audrey Grolot, Mathieu Thibault et Marco Barroca-Pacard, qui vont vous présenter les résultats de ce projet qui a été mené en fait dans le cadre d'un appel à projet conjoint d'Ouranos et du risque du réseau inondation intersectorielle du Québec et qui s'inscrivait aussi dans l'initiative InfoCru mise en place par le ministère de l'Environnement et auquel Ouranos a largement contribué au cours des 7 dernières années. Donc, avant de donner la parole à l'équipe de recherche, j'inviterai Hélène Després, qui est coordonnatrice du risque, à vous dire quelques mots sur le risque et sur l'appel à projet. Hélène, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup. Financé par le Fonds de recherche du Québec depuis 2019, à l'initiative du scientifique en chef Rémi Quirion, le réseau Inondation intersectorielle du Québec, donc le RISC, est présent dans les 18 universités du Québec et réunit près de 180 membres réguliers, presque autant d'étudiants. Donc, son objectif principal, c'est de contribuer au développement de recherches transdisciplinaires de pointe sur les risques d'inondation et sur leurs conséquences dans un contexte de changement climatique, notamment à travers des appels à projets et des bourses. Donc, notre mission, c'est de contribuer à la réduction des risques et de faciliter la résilience des organisations, des communautés et des individus face à des événements qui sont en voie de s'aggraver. Donc, on favorise les maillages entre la société civile et les universités par des actions conjuguées des chercheurs académiques et de différents acteurs comme les ministères, les municipalités, les organismes publics et communautaires. Et on s'appuie sur de nouvelles connaissances en sciences et technologies, en sciences humaines et sociales et en sciences de la santé pour élaborer des solutions concrètes et durables. Donc, le risque et Ouranos se sont unis en 2022 pour renforcer les collaborations intersectorielles structurantes entre les chercheuses et chercheurs et divers partenaires et favoriser le développement de connaissances sur la spatialisation des inondations au service, entre autres, de la résilience des organisations et des communautés. Donc, s'appuyant sur le fait qu'InfoCru porte sur la cartographie de l'aléa inondation et que le risque se concentre sur l'intégration intersectorielle des connaissances liées à la gestion des risques d'inondation. Donc, cet appel portait sur le développement des connaissances et des approches pour la cartographie du risque lié aux inondations qui intègrent une meilleure compréhension de l'aléa et des contextes de vulnérabilité, et d'exposition. Donc, il s'agissait de projets de recherche de 2 ans, de 2022 à 2024. Donc, parmi les 3 projets sélectionnés et financés dans cet appel conjoint, il y a le projet de la professeure Chantal Derry et de son équipe, donc de l'UQO, qui a travaillé donc sur le projet en éducation dont Emmanuel vous a déjà donné le titre. Donc, les 2 autres projets étaient celui de Yannick Aymon et de Geneviève Bordelot, donc, et leur équipe chacun. Donc, je remercie Chantal, Marco, Audrey, Mathieu d'avoir accepté de venir présenter aujourd'hui le résultat de leurs travaux. Je vous passe la parole. Merci Hélène pour la mise en contexte en fait de ce projet. Avant de passer la parole, je vais juste présenter brièvement nos intervenants. Chantal Derry est professeure en didactique des sciences humaines à l'Université du Québec en Outaouais. Elle s'intéresse particulièrement au transfert des apprentissages, aux classes multi-âges et au développement de la pensée et de l'empathie géographique. Audrey Grolot est professeure de didactique des sciences et de la technologie à l'Université Laval.
Son champ d'expertise est l'appropriation des questions technoscientifiques d'actualité comme le développement et la commercialisation de l'intelligence artificielle et les changements climatiques. Mathieu Thibault est professeur en didactique des mathématiques du primaire à l'Université du Québec en Outaouais. Il s'intéresse entre autres à la didactique des mathématiques, la formation des enseignants au primaire et au secondaire et les outils technologiques en enseignement des mathématiques. Et Marco Barroca-Pacard est professeur en didactique des sciences de la nature à la Haute École pédagogique du canton de Vaud en Suisse. Ses recherches portent sur l'enseignement de la biodiversité, de la théorie de l'évolution et sur l'éducation au risque. Donc, je vous passe la parole pour une présentation à peu près de 45 minutes et après, on aura 15 minutes d'échange avec la salle et avec les personnes en ligne. Merci. Oui, merci beaucoup, Emmanuel. Donc, bonjour tout le monde. C'est avec plaisir là que nous allons vous présenter là les grandes lignes là de ce projet-là. Donc, vous avez là le titre du projet et l'équipe qui est là. Donc, je vais demander à Mathieu qui va faire monter les signaux de changer la diapo. Merci. Donc, en fait, juste pour vous mettre, là, il y a déjà une mise en contexte. Donc, effectivement, ce projet-là a été financé dans le cadre de l'appel à projet dont Hélène a fait mention, développer l'éducation à la spatialisation des aléas d'inondation. Essentiellement, le projet visait à clarifier ce que permettent et entravent les programmes de formation en géographie, en sciences, pardon, et en mathématiques au secondaire lorsqu'il est question des risques d'inondation. Autrement dit, une première étape a été de voir quels sont les ancrages possibles pour parler d'inondation si on veut le faire en accrochant des contenus qui sont déjà dans les programmes. Si vous êtes familière là, avec le milieu de l'éducation, vous vous doutez bien que si on veut qu'un projet soit mis en place et soit adapté et adopté par les enseignants et enseignantes, il faut qu'on puisse être capable de justifier le fait de dire, bon, ben écoutez, ces contenus-là, faut de toute façon les voir dans vos programmes, alors pourquoi ne pas en profiter pour le voir avec les inondations? Donc, c'était une première étape d'identifier ces ancrages-là. Par la suite, donc, c'était de concevoir une séquence d'enseignement-apprentissage qui se veut interdisciplinaire pour les 3 disciplines précédemment citées, qui cible justement les risques d'inondation là est destiné à des élèves du secondaire, qu'on a expérimenté dans plusieurs classes pour, à partir de cette expérimentation-là, donc mesurer les apprentissages des élèves, les apprentissages, donc leur compréhension conceptuelle, les connaissances, mais aussi les perceptions et la préparation. Donc, on y reviendra. Et de décrire aussi les points de vue des élèves et des enseignants par rapport à la séquence. Donc, comment ceux et celles qui ont utilisé la séquence, qui l'ont expérimenté, quel est leur point de vue là-dessus. Vous avez peut-être remarqué aussi, qu'on disait que l'appel à projet, c'était de 2022 à 2024. En fait, ce qui explique qu'on soit maintenant en 2025 et qu'on arrive avec les résultats, c'est qu'étant donné que notre projet se faisait beaucoup en collaboration avec le milieu scolaire, les nombreuses journées de grève à l'automne 2023 ont eu un peu raison de notre échéancier là, de départ. Donc, c'est ce qui explique pourquoi les conclusions là, arrivent à ce stade-ci. Donc, si je vous présente maintenant l'équipe de façon très brève, en fait, il y a les 4 personnes qui sont présentes aujourd'hui, Mathieu, Audrey, Marco et moi-même, dont les expertises ont déjà été présentées, mais c'était vraiment aussi une équipe interdisciplinaire avec 2 collègues là, de l'INRS, donc Alain Maillot, spécialiste là, en hydrologie, et aussi, Jacob Stoll, là, donc professeur là, en génie côtier, spécialiste notamment des submersions côtières. Donc, c'est vraiment cette équipe-là interdisciplinaire qui a collaboré là, au projet qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, avant d'aller plus avant là, dans le projet, je vais laisser ma collègue Audrey un peu préciser qu'est-ce qu'on entend par l'éducation au risque d'inondation afin de situer là, le cadre dans lequel nous avons là, élaboré nos différents outils. Audrey. Exact, parce que on sait que vous provenez de milieux tout à fait variés, donc l'éducation et l'éducation au risque d'inondation, c'est peut-être moins lié à ce que vous faites au quotidien. Donc, en éducation au risque, comment est-ce qu'on conçoit le risque? Il y a différentes façons de le faire, mais dans l'équipe ici, on a considéré que le risque, c'était vraiment l'intersection entre l'aléa, l'exposition et la vulnérabilité. Donc, une façon de le concevoir assez classique. Donc, ici, l'aléa d'inondation, l'exposition, par exemple, est-ce qu'on est situé sur le haut d'une côte ou en bas de la côte, donc qui va changer notre exposition, et la vulnérabilité, donc est-ce que le milieu est très solidaire, par exemple, ou pas, genre de choses qui vont pouvoir jouer sur la vulnérabilité.
qu'est-ce qu'on vise par cet enseignement-là, l'enseignement en éducation au risque d'inondation? Bien, on vise bien sûr l'acquisition de connaissances disciplinaires, par exemple sur les bassins versants, on y reviendra, le développement des compétences aussi disciplinaires, donc d'être capable d'utiliser ces connaissances pour les mobiliser pour parvenir à résoudre des problématiques complexes, par exemple. C'est aussi de développer la capacité à évaluer et à mitiger le risque d'inondation dans ce cas-ci et à se préparer à la survenue d'un aléa. On peut se demander en quoi ça, c'est lié au programme de formation de l'École québécoise. Donc, le programme de formation de l'École québécoise, c'est un document ministériel qui explicite les attentes pour l'enseignement de toutes les matières au primaire et au secondaire. Donc, en mathématiques, il y a tout un aspect lié aux statistiques et aux probabilités dans le programme de formation de l'École québécoise. Et la notion de risque étant probabiliste, ben, c'est pas étonnant qu'on puisse y faire des liens pertinents. En sciences et technologies, il y a tout un volet qui travaille les catastrophes naturelles, le cycle de l'eau, mais aussi le bassin versant, pour donner quelques exemples. Il y en a bien sûr plusieurs autres. Et en géographie, il y a toute la question de la cartographie, du territoire urbain, du territoire à risque, et ainsi de suite. Donc l'idée ici, c'est pas de le détailler, mais c'est de vous donner quelques exemples. On peut aussi se demander pourquoi chercher autant à le faire de manière interdisciplinaire, hein, parce que pour nous, c'était essentiel. Mais d'abord parce que la notion de risque elle-même est associée à plusieurs disciplines. L'aléa d'inondation y est associé aux sciences et techno. Le phénomène est probabiliste, l'exposition puis la vulnérabilité, c'est souvent lié de près à la géographie. Donc, si on allait chercher seulement une des matières scolaires, ben, on se retrouvait à pas réussir à se rendre jusqu'à la notion de risque, jusqu'à la vision plus complexe du risque. Dernière question, en quoi c'est différent de la communication qui est relative au risque d'inondation? Parce que nous, on travaille vraiment dans le domaine de l'éducation. Bien, évidemment, en éducation, on a aussi un objectif d'acquisition des connaissances, d'informer les gens, comme c'est le cas en communication. Je sais que c'est aussi le cas en communication, mais on va souvent davantage mettre l'accent qu'en communication sur le développement de compétences, le renforcement des capacités. Puis souvent, ben, ça va être plus spécifique à l'éducation quand on va autant mettre l'accent sur le renforcement des capacités. On va chercher aussi à amener les jeunes à être capables de participer au débat, au processus de décision, puis à la prise d'action sociale dans le fond, quant au risque d'inondation, puis à son adaptation. Bref, ce qu'on cherche, c'est que les jeunes soient capables d'être informés sur la question, sur le risque d'inondation, mais aussi d'être capables de s'approprier la question du risque d'inondation. Donc, si on regarde un des livrables là, qui est lié au projet, c'est la production d'une séquence destinée à des enseignants du premier cycle du secondaire. Pourquoi avons-nous ciblé le premier cycle du secondaire? Donc, essentiellement parce qu'après avoir fait cette étape-là d'évaluer quels pourraient être les ancrages dans le programme, il est apparu que c'était vraiment au premier cycle où il y avait le plus d'ancrage possible, à la fois en géographie, en mathématiques et en sciences. Donc, on a ciblé le premier cycle. Dans ce travail-là aussi d'exploration au départ, avant l'élaboration de la séquence, donc au départ, on a vraiment constaté qu'il y avait peu de matériel pédagogique qui existait sur les risques d'inondation. Il y a quand même des choses qui existent, là, mais souvent, c'est des documents ou des activités qui vont être proposées pour des élèves qui sont dans d'autres régions, dans d'autres langues. Donc, c'est certain que des outils sur les inondations en France, c'est pas aussi utile là, pour les enseignants et enseignantes là, en contexte québécois. Donc, la production de la séquence aussi, donc, se voulait donc un outil malléable, modulable. Donc, on voulait vraiment construire des activités pour que les personnes enseignantes puissent les adapter à leur localité. Dans le cadre du projet, donc, on avait même la possibilité d'accompagner, de soutenir les enseignants et enseignantes en leur amenant là des compléments d'information qui étaient spécifiques à leur région. Mais globalement, ce que vous voyez à l'écran, là, je sais que ça fait petit un peu comme ça, mais c'est vraiment pour que vous ayez là, une vue d'ensemble. C'est un projet là, qui est élaboré en 6 blocs. Certains, là, le premier et le dernier, le bloc 1 et le bloc 6, étant des blocs davantage interdisciplinaires, en ce sens que tant une ressource enseignante en géographie, en mathématiques ou en sciences pourrait traiter de ces aspects-là dans son cours, puisque ce sont les éléments là, qui vont contextualiser. Donc, si on regarde le bloc 1, c'est davantage de faire un portrait des inondations, ce qu'on connaît des inondations, une ligne du temps qui présente là, les inondations, certaines inondations au Québec là, importantes au fil du temps. Donc, une activité qui présente ce que je pourrais être inondé, donc cette idée d'amener une situation problème qui va interpeller l'élève et qui va
justifier en fait la collecte d'informations au fur et à mesure des différentes étapes du projet. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, qui est davantage ciblé en sciences, vise à comprendre l'hydrographie, le cycle de l'eau, qui est une notion qui est vue déjà au primaire, qu'on ramène au secondaire et qui est nécessaire là, à la compréhension des inondations. Tout ce qui touche aussi les bassins versants, cela peut paraître paradoxal, mais la notion de bassin versant n'est pas du tout dans le programme de géographie au secondaire. C'est vraiment dans les programmes de sciences. C'est ce qui explique pourquoi ce bloc-là est plus sciences. Et un troisième bloc, donc, qui est à cheval entre les contenus, les notions qui sont liées dans les programmes de sciences et de géographie du premier cycle primaire. Donc, les précisions là, de ce qu'est un aléa, l'exposition, la vulnérabilité, le risque. Audrey le disait là, précédemment. Comment on peut évaluer et mitiger le risque d'inondation. Donc, on fait travailler les élèves avec ça. Par la suite, il y a un quatrième bloc qui, lui, est plus géographique, où on s'intéresse vraiment à l'aspect humain, l'aménagement du territoire, les niveaux de développement et comment on peut justement gérer les inondations dans différentes localités selon les types d'inondations, comment on peut agir pour se protéger. Donc, il y a vraiment là, cette idée-là de l'aménagement du territoire. Un cinquième bloc qui est davantage ciblé mathématique, où là, on va s'intéresser à la probabilité et au risque. Ce sont des contenus, donc, qui sont vus, les probabilités en mathématiques, mais là, qu'on va traiter dans le contexte des inondations, en prenant des exemples qui viennent de ce champ-là. Et finalement, donc, dans le dernier bloc, et quand Audrey, là, précédemment, parlait là, de cette idée d'éducation aux inondations, donc cette idée de poser une action citoyenne, donc d'amener les élèves à revenir peut-être sur cette question, cette situation, problème-là qui a pu les guider dans le bloc 1 pour voir ben, qu'est-ce qu'eux peuvent faire et qu'est-ce qu'il y a de mis en place dans leur localité. Donc ça, c'est vraiment la séquence. Là, Mathieu va y revenir dans quelques instants. Mais outre la séquence, ce qu'on a aussi élaboré, et ce n'était pas prévu au départ, en fait, au départ, peut-être naïvement, on se disait en élaborant la séquence, on va aller là chercher différentes ressources qui sont déjà existantes pour les rendre disponibles dans un seul endroit pour soutenir les ressources enseignantes là, les personnes enseignantes qui vont utiliser là, cette séquence-là. Sauf que on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de matériel pédagogique, même si c'était pas une activité pour les élèves, pour soutenir, pour expliquer quels sont les différents principes. Donc, on s'est mis à la tâche de concevoir différentes capsules, encore là, avec l'ensemble de l'équipe, là, de façon là, interdisciplinaire, donc des capsules pour lesquelles on a identifié les thématiques, on a construit là, les storyboards et fait l'enregistrement, tout ça. Donc, vous voyez, il y en a au total 8, il y en a 4 qui vont cibler donc, il y en a 4 qui vont cibler là les principes liés aux inondations. Donc, et il y a aussi là 4 autres qui vont davantage cibler là, les types d'inondations. Donc, vous voyez fluvial, par en bas, côtière ou pluviale. Donc, ça, ce sont là les différentes capsules qu'on a mis en place, qui sont là déjà disponibles. Et certaines, par exemple, celle aléa, exposition, vulnérabilité, risque, qui expliquent là davantage là, ces éléments-là en lien avec le programme là, scolaire québécois, a déjà plus de 2000 vues au moment où on se parle. Donc, c'est des capsules qui, pour la plupart, ont toutes entre 3 à 5 minutes là, pour la durée. Donc, ça, ce sont les deux dans la vue d'ensemble là, de ce qui a été produit dans le cadre de ce projet-là. Je vais laisser là, mon collègue Mathieu là, vous présenter là, la suite. Oui, merci. Donc, je vais tenter d'être bref parce que je crois que vous êtes intéressé par les résultats, mais juste pour vous donner un petit aperçu de à quoi ressemblent les capsules. Donc, comme a dit ma collègue, ce sont des capsules entre 3 et 5 minutes. Les inondations sont le type de catastrophe naturelle le plus fréquent. Il y a toujours une petite intro comme ça. Je ne sais pas si vous entendez. La population québécoise habite à proximité d'un lac, d'une rivière ou du fleuve Saint-Laurent. Cela signifie qu'un grand nombre de municipalités sont exposées aux inondations. Dans cette capsule, nous allons expliquer ce qu'est une crue, une décrue et une surcote. Donc, je ne passerai pas la capsule au complet, mais juste pour vous montrer qu'on a différents visuels avec des explications qu'on essaie le plus simple possible. Hein. On vise des apprentissages pour des élèves du premier cycle du secondaire, donc des élèves de 12, 13, 14 ans. Donc, voilà à quoi ressemblent les capsules. Si vous êtes intéressé à aller voir ces capsules-là, là, les 8 sont disponibles là, sur notre chaîne de lecture. Je voulais aussi vous montrer un exemple de tâche construite en y allant d'abord en vous montrant par le site web. Donc, on a un site web dans lequel on regroupe les différentes ressources du projet. Donc, on voit ici que bon, la section d'accueil, on retrouve là justement sur le site, sur notre site,
les capsules, en fait, qui vont partir en boucle. On a le contexte du projet, mais dans la dans la section la séquence d'enseignement, ben, il y a toute l'espèce de tableau ici là, de l'aperçu de la séquence en 6 blocs, mais on a le lien accessible, dans le fond, avec des documents qui sont modifiables pour les enseignantes et enseignants qui le souhaitent. Donc, je vous montre un exemple. On arrive ici avec toutes les activités des blocs 1 à 6. Et à chaque fois, il y a les documents en 2 versions, cahier élève et guide enseignant. Donc, ce sont les mêmes types de documents, mais avec des informations supplémentaires pour le guide d'enseignant. Donc, si je vous donne un exemple que je vais rendre un peu plus gros. Dans le bloc 5, en mathématiques, particulièrement en probabilité, c'est la troisième activité du bloc en probabilité. Donc, on voit ici qu'on a tout ce qui est en vert, en fait, ce sont des consignes pour les enseignantes et enseignants. Donc, on a une mise en situation où on dit qu'on fait appel à l'élève en tant qu'expert probabiliste qui doit préparer un plan d'urgence. Et on va avoir par la suite, dans le fond de cette mise en situation-là, différentes questions. Donc, je ne vais pas passer à travers toutes les questions, mais un exemple de question où on a des fortes pluies, on doit protéger les résidences avec des sacs de sable, et là, l'élève doit faire un diagramme en arbre pour décrire la situation, puis essayer d'évaluer en fait la probabilité d'être inondé dans ce cas-là, selon si les sacs de sable sont bien posés ou non. Donc, on a comme ça différentes questions avec des indications qui disent, bon, dans cette question-là, qu'est-ce que l'élève pourrait faire, comment on pourrait aussi utiliser du matériel. Voilà, j'irai pas plus loin que ça pour la tâche, mais c'était juste pour vous donner un petit aperçu de à quoi ça ressemble les différentes tâches. Oups, pardon. Je laisse mon collègue Marco poursuivre. Oui. Oui, alors pour passer à la collecte des données, à l'issue donc de la construction de toute cette séquence, les séquences ont été testées dans un certain nombre d'écoles et de classes. Donc vous avez ici un tableau qui représente les écoles qui ont participé. Donc il y a 5 écoles, dans certaines écoles il y a une seule classe, dans d'autres il y en a plusieurs. On est toujours en première secondaire parce qu'on a ciblé ce niveau-là, donc parfois deuxième un peu. On a ciblé le début du secondaire plutôt. Par contre, on n'est pas toujours dans des classes entre guillemets ordinaires, parce que dans les enseignants qui ont souhaité participer, il y a un certain nombre de classes qui sont en adaptation scolaire, donc vous voyez dans le contexte. Un nombre assez important d'ailleurs, ça a été une surprise de notre part aussi, puisqu'on pensait que le projet étant assez ambitieux, avec beaucoup de disciplines, beaucoup, vous l'avez vu, de ressources dans ce qu'a présenté Mathieu, on pensait que les enseignants en adaptation auraient peut-être une crainte d'avoir trop de choses, et en fait, on a eu pas mal d'intérêt aussi de ces classes-là. Vous avez donc le nombre d'élèves, qui est aussi assez variable, le nombre d'enseignants impliqués qui est assez variable, et les situations géographiques. À chaque fois... Ah, j'avais pas fini, Mathieu. Si tu peux revenir. Excuse-moi. Juste un dernier point. Oui, à chaque fois, les équipes enseignantes ou les enseignants ont été libres de choisir dans le projet ce qu'ils voulaient traiter ou ce qu'ils pouvaient traiter en fonction de leur contexte. Donc parfois, on a l'ensemble mathématiques, géographie et sciences, MGS, et puis parfois, on a des classes où on n'a fait qu'une partie, par exemple que géographie et sciences, parce que c'était pas possible de faire la partie mathématique pour diverses raisons, où les enseignants impliqués faisaient pas les mathématiques, et voilà. Donc c'est bon, Mathieu. Si on regarde maintenant par rapport aux particularités aussi liées à ce qui s'est passé dans ces classes et au recueil de données qu'on a fait. Alors déjà, certaines classes sont associées à ce projet des sorties terrain. Vous voyez que c'est le cas de pas mal de classes, mais pas de toutes. Par contre, à chaque fois, on a fait un pré-test et un post-test avant la mise en place de ça et à la fin. Il y a eu assez souvent des focus group et des enregistrements de travaux d'élèves qu'on a récupérés, et il y a eu systématiquement une entrevue avec les enseignants qui ont participé. Donc ça donne en termes de données des choses assez variées qui vont de, de données plutôt quantitatives sur les pré-posts à des choses qui sont vraiment qualitatives et des entrevues et des transcriptions d'entrevues. On va essayer de présenter des éléments liés à ça, mais évidemment, on ne peut pas présenter l'intégralité de tout ça dans le cadre d'une présentation comme celle-là. Diapositive suivante. Alors, pour parler du questionnaire pré-post, donc pré-test, post-test, c'est un questionnaire qui avait 3 grandes dimensions, des questions ou propositions, selon les cas, qui ciblaient le volet connaissances. On avait 12 questions qui étaient posées, des questions générales
des questions de compréhension de concepts et des questions spécifiquement liées aux probabilités. Ce volet-là, c'est un volet qu'on n'a pas beaucoup retrouvé dans la littérature sur l'éducation au risque en lien avec les milieux scolaires, quoi, de manière peut-être paradoxale d'ailleurs. Donc il a fallu vraiment qu'on essaye de développer quelque chose qui soit cohérent avec ce qu'on proposait et puis des éléments qui nous semblaient intéressants. Le reste, c'est des choses beaucoup plus classiques, des questions qui ciblaient le volet perception du risque. Donc on a 12 questions avec des catégories qu'on retrouve assez fréquemment. L'exposition perçue aux crues, les conséquences perçues des crues, la confiance perçue dans la sécurité contre les inondations et la peur perçue. Et puis des questions qui ciblent le volet préparation ou intention de préparation, en l'occurrence, où on a 8 questions qui sont posées. Donc ça a été posé avant, donc pré-test, avant que la séquence soit réalisée dans la classe, et puis après que la séquence ait été réalisée avec les mêmes questions. Alors si on regarde les connaissances un peu plus en détail, on va passer quand même assez vite parce qu'il y en a beaucoup, mais on a des questions générales, par exemple, seuls les gens, pardon, habitant au bord d'une rivière ou d'un fleuve peuvent être inondés, vrai, faux, je ne sais pas. Des choses plus techniques, entre guillemets, on distingue quatre grands types d'inondations au Québec. Ce sont les inondations côtières par en bac, fluviales et urbaines, ou agricoles, industrielles, résidentielles, commerciales, ou forestières, montagnardes, routières et minières. Donc voilà, l'idée, c'est de cibler un peu ça. On a des questions de compréhension des concepts. C'est ça qui nous semblait aussi vraiment important, au-delà des questions peut-être un peu générales de connaissances et en particulier autour de la définition du risque qui a été donnée au début, c'est-à-dire des questions qui portent sur l'aléa, qu'est-ce que c'est qu'un aléa, qu'est-ce que c'est qu'un risque, qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité, la question 9, et puis qu'est-ce que c'est que l'exposition, la question 12. Donc la définition qu'on en a donnée, elle est vraiment testée avec les élèves. Et puis d'autres questions sur les probabilités, et puis sur le bassin versant avec un petit dessin d'un bassin versant, et puis des questions en lien avec ça. Ensuite, on a les questions de probabilité spécifiquement, donc sur la période de retour d'une inondation et sur la probabilité d'être inondé et son lien avec la fréquence de survenue en fait, de cette inondation. Ensuite, on a les questions de perception. Alors, c'est des questions type échelle de Likert, c'est-à-dire qu'on dit entre pas du tout d'accord, plutôt d'accord, etc. Jusqu'à tout à fait d'accord. Donc là, à nouveau, on retrouve les quatre catégories présentées, exposition perçue, voilà, on ne va pas toutes les passer, mais à chaque fois, c'est des travaux sont effectués régulièrement, la question 3. Dans les rivières et le bassin versant pour prévenir des inondations. Est-ce que je suis pas du tout d'accord avec ça? J'ai l'impression qu'on fait pas de travaux dans la rivière, de ce que j'en sais, dans le bassin versant, ou est-ce que je suis tout à fait d'accord, ou est-ce que je suis intermédiaire? Et puis préparation, bah, même chose, c'est les intentions de préparation ou ce qu'on sait par rapport à la préparation face à une inondation. Donc, à nouveau, vous avez des choses assez classiques. Je surveille les conditions météo, je surveille les alertes. Est-ce que j'ai une lampe de poche en état de marche à la maison? Voilà. En plus donc de ce pré-poste, il y a eu des entrevues avec les enseignants. Ça a été fait de manière systématique et l'idée, ça a été de regarder le contexte et leur intérêt à participer au projet. Donc, leur demander un petit peu ce qu'ils avaient pensé. Et puis après, de revenir plus spécifiquement sur cette séquence d'enseignement. Est-ce que, par exemple, vous avez alors, c'est un guide d'entretien, hein, c'est des questions qui sont posées, et puis après, ça se fait un petit peu en dynamique avec les enseignants. L'idée, c'est d'avoir un peu leur retour. Est-ce qu'ils ont apporté des modifications, etc. Et puis, un bilan et prise de recul à la fin. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir trouvé ce qu'ils cherchaient? Est-ce qu'il y a des concepts disciplinaires qui leur ont paru faciles ou compliqués et comment ça a joué sur l'expérimentation de la séquence. Voilà. Alors, pour présenter quelques résultats issus de tout ça, déjà globalement, si on regarde la partie connaissances, si on prend tous les scores de l'ensemble des connaissances posées et qu'on compare entre le pré-test et le post-test que vous avez sur le graphique, on voit qu'il y a une différence assez nette. Il y a une amélioration dans les connaissances mesurées de manière globale. Donc c'est plutôt rassurant, elle est significative, c'est plutôt rassurant, les élèves ont appris des choses quand même sur les inondations. Si on passe à la diapositive suivante. Ah oui, pardon, excusez-moi. Si on lit ça avec les entretiens qu'il y a eu et les retours des élèves aussi, en dehors du pré-test et post-test,
On a ici un exemple un élève qui dit qu'il a appris qu'il y avait 4 types d'inondations, que les inondations pouvaient arriver même aux personnes qui n'habitent pas près d'une rivière, et qu'en plus d'avoir appris comment éviter un peu les dégâts d'une inondation, mettre des sacs de sable, mettre des trottoirs éponges, etc. Donc c'est un groupe de discussion avec élèves, ça. Si on regarde la compréhension du concept amont-aval entre le pré-test et le post-test, ben vous voyez les bonnes réponses, elles étaient aux alentours de 44% avant qu'il y ait cette séquence de fait. On se retrouve à 89%, un peu plus, en post-test. Donc on voit bien qu'il y a clairement une amélioration nette sur cette compréhension-là. C'est pas forcément très surprenant, on est content, hein, ça montre que ça marche, mais c'est des éléments qui sont amenés, donc les élèves les apprennent, voilà, on s'y attendait un petit peu. Les élèves en parlent aussi, hein, ils ont retenu les mots sont mis en contexte, là, donc c'est une enseignante qui le dit, et pas seulement des mots appris sans connaître la définition, donc c'est plutôt rassurant à nouveau, et on voit qu'ils sont du coup capables de les mobiliser sur un petit schéma comme celui-là. Ce qui était peut-être un petit peu plus nouveau et on ne savait pas trop à quoi s'attendre, c'est ces questions qui sont spécifiquement liées au risque, en fait, d'une approche d'éducation au risque, parce qu'à nouveau, il n'y a pas tant d'éléments que ça là-dessus. Les questions d'exposition d'aléas, de vulnérabilité et de risque en tant que telles, est-ce que c'est des choses qui ont réellement progressé chez les élèves? C'était vraiment une question, et on s'aperçoit que pour tous, il y a une progression qui est net, alors un petit peu moins pour exposition, mais elle est quand même nette. On passe d'une vingtaine de pourcents à peu près de réponses positives enfin, à ces questions-là, de réussite à ces questions-là, à entre 40 et 50, voire 76% pour la question du risque spécifiquement. Donc pareil, élève dans le post-test qui dit qu'il ou elle a appris que le risque d'inondation est le mélange de l'aléa, de la vulnérabilité et de l'exposition. Ça tombe bien, c'est la définition qu'on a choisie pour ce projet. Donc on voit bien ça et on voit bien la construction du risque effectivement comme le croisement de ces éléments-là. Donc ça fonctionne bien. Euh, mais euh, c'était pas les seuls éléments non plus à nouveau. On a aussi quelques éléments sur les grands types d'inondations qu'on souhaitait voir. À nouveau, on a une progression assez nette. Les bonnes réponses passent de 31-32% à 89% sur la connaissance des types d'inondations. Ça nous paraissait important aussi ça parce que dans les constats qu'on a faits, c'est que des programmes d'éducation au risque d'inondation spécifiquement liés à cette diversité des types d'inondations qu'on rencontre au Québec, eh ben, il n'y en avait pas beaucoup, ou pas du tout, d'où ce qu'on a développé. Et c'était aussi un objectif de ce projet-là, de montrer cette diversité des types d'inondations qui peuvent exister au Québec. Donc on voit aussi que l'effet est net et évidemment significatif. Donc, Alors je laisse la parole. oui. Donc, je vais continuer. Donc, après avoir présenté, merci Marco pour les résultats en lien avec les connaissances. Donc, je continue avec les résultats liés aux perceptions des élèves. Donc, comme Marco l'a bien expliqué, il y avait 4 thèmes qui étaient couverts en lien avec les perceptions. Si on commence avec l'exposition face aux crues, on remarque dans le fond une augmentation de la préoccupation des élèves là, face aux inondations, qui vont estimer davantage que c'est possible qu'une inondation survienne là, dans les environs de leur école, autant quand on leur demande dans la prochaine année qu'un jour éventuellement. Et à suite de l'intervention véhiculée en classe, ils vont se considérer aussi davantage en mesure d'estimer les risques relatifs aux inondations. Donc, pour l'ensemble là, des questions posées, ici, les 3 questions posées en lien avec l'exposition face aux crues, on a un changement significatif qui serait de grande taille, de plutôt grande taille. On a des extraits ici qui montrent des élèves qui disent que je suis plus à risque que je croyais. J'ai appris qu'on peut mettre en mesure des choses pour éviter le risque d'inondation ou le réduire, donc pas seulement subir, mais il y a des choses qu'on peut faire. Puis j'ai appris que tout le monde a des risques d'inondation, peu importe où l'on habite. Si on passe au thème des conséquences perçues des crues, donc ici, il y avait 3 questions qui ont été vues rapidement tout à l'heure par Marco. Donc, il y a un changement significatif seulement pour une des questions, celle qui est liée à l'endommagement des maisons. Donc, celle-là montre que les élèves considèrent davantage l'endommagement des maisons à la suite de l'intervention. Mais pour les 2 autres questions là, qui concernent le danger, l'impact sur la vie quotidienne, celle-là ne montre pas de changement significatif entre le pré-test et le post-test. Donc, après ces deux sections-là, en fait,
ces parties de résultats-là, ben, ça nous laisse croire qu'il y a une augmentation de la préoccupation des élèves, puis une augmentation aussi perçue de l'endommagement des maisons en cas d'inondation. Donc, ça nous amène à se questionner où je positionne les élèves par rapport pour leur confiance accordée aux mesures qui sont mises en place face aux inondations. Puis, on pourrait penser que ça va augmenter la peur parce que une perception en lien avec des inondations qui arrivent plus souvent à différents endroits. Donc, allons voir cette prochaine catégorie de confiance perçue dans la sécurité face aux crues. Et dans ce cas-là, on a observé un changement significatif seulement pour la question liée à l'action du gouvernement. Donc, où on demandait est-ce que les gouvernements posent les actions nécessaires pour réduire les risques d'inondation. Donc, s'il y a une augmentation significative entre le pré-test et le post-test. Mais pour les deux autres questions qui concernent la perception là, en lien avec les travaux à faire pour prévenir les inondations ou la protection des environs de leur école là, contre les inondations, on n'a pas observé de changement significatif. Puis là où le résultat, on a trouvé, était pas mal intéressant, en fait, c'est en lien avec le dernier thème pour la perception, en lien avec la peur perçue. Ici, ce qu'on observe, c'est une diminution significative de l'anxiété face aux inondations et du sentiment d'impuissance aussi face aux inondations. Donc, les élèves ne déclarent pas de changement significatif là, quant à l'inquiétude de vivre une inondation dans leur domicile, mais avec la question en lien avec l'anxiété puis l'impuissance, ben, ça suggère en fait une diminution de la peur. Donc, alors qu'on considère là, qu'il y a une augmentation de la préoccupation des élèves là, dans les résultats précédents, ben, ça fait un contraste là, qui nous amène à trouver que ce résultat-là est particulièrement intéressant. Donc, c'est comme si le travail qu'on a fait par la séquence, ben, il semble favoriser là, autant une augmentation de la préoccupation, donc une meilleure prise en compte du risque, puis une diminution de la peur. Donc, ça, pour nous, ça va vraiment dans le sens d'une éducation au risque qui est plus éclairée, qui est moins anxiogène. Donc, on peut penser que le fait d'être mieux informé amène les élèves à avoir une certaine diminution de leur anxiété puis de la peur perçue. Avec un exemple ici d'une personne enseignante justement qui va dans ce sens-là, qui dit que les élèves, ben, ils ont développé une empathie envers les personnes qui ont perdu des maisons par inondation, donc ils sont conscients du risque, mais sans être non plus abattus par la peur. Et donc, si je fais un petit bilan en lien avec les perceptions, mais les résultats, ils suggèrent que la séquence elle a contribué à modifier les perceptions des élèves là, face aux inondations, au-delà de l'acquisition des connaissances factuelles là, qui ont été présentées avant. Donc, les élèves, ils semblent considérer davantage les risques d'inondation, ils sont comme plus plausibles, plus proches de leur environnement quotidien. Puis ils vont se percevoir comme davantage capables d'en évaluer les conséquences, d'en comprendre les mécanismes, en manifestant une confiance accrue là, envers les dispositifs de prévention qui sont mis en place. Parallèlement, comme je viens tout juste d'en parler, la baisse observée de l'anxiété et du sentiment d'impuissance, ça traduit une évolution vers une posture qu'on juge plus réflexive, moins fataliste face aux risques. Donc, pour nous, ce déplacement perceptif-là puis émotionnel, ben, c'est un résultat particulièrement important. Il laisse penser que la séquence a favorisé là, une forme de littératie du risque qui combine à la fois la reconnaissance du risque, la compréhension des enjeux et l'atténuation aussi de la peur. Donc, l'intégration des risques là, dans un cadre interdisciplinaire d'enseignement, plutôt que dans une approche qui serait strictement centrée sur la prévention, ça semble pouvoir contribuer à développer une culture du risque d'inondation. Oups, c'est ça qui devait apparaître, que je n'ai pas fait apparaître. Pardon. Donc, en ce qui concerne la préparation des élèves par rapport à l'aléa d'inondation, je vais y aller assez rapidement, assez rondement, mais ça fait suite à ce que Mathieu vient de nous dire quant au fait de se sentir plus préoccupé tout en étant moins anxieux en lien avec l'aléa d'inondation. Donc, les jeunes du pré-test au post-test vont d'abord avoir compris que c'était un atelier de sensibilisation au risque naturel en bonne partie. C'est-à-dire, j'ai déjà participé à des ateliers de sensibilisation au risque naturel. Ben, on était en bas de 40%, puis on se retrouve dans les très, très hauts pourcentages. Je pense qu'il y a un petit ennui avec l'échelle, là, mais on comprend que ça dépasse pas 100, bien évidemment. Même principe, j'ai les inondations, inondation est un mot qui est revenu souvent dans cette présentation. J'ai les informations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures préventives face aux
inondations. Et on voit que ça aussi, ça a beaucoup augmenté. Et les jeunes vont dire des choses comme, justement, j'ai appris qu'on peut faire une trousse 72 heures, donc qui est assez connue dans le milieu, mais aussi un autre extrait là, qui apparaît pas à l'écran, mais que j'ai devant moi, j'ai appris qu'on peut se protéger contre les inondations, ce qui est pas nécessairement quelque chose que les jeunes savaient auparavant. Comme on disait, ils le voyaient parfois comme une fatalité. Le même jeune ou la même jeune dit, on peut les éviter. C'est sûr que ça, évidemment, ça dépend des cas. Il y a des cas où on peut plus difficilement que d'autres les éviter, mais de comprendre que dans certains cas, on peut les éviter, qu'on peut diminuer, mitiger le risque, mais c'est quelque chose d'important en termes de préparation. Pour la diapo suivante. Même chose sur la préparation. Donc, à la maison, je suis capable de mettre en pratique un plan d'évacuation en cas d'inondation. Donc, ici, c'était déjà, oui, à assez haut pourcentage, mais ça a monté. Ça, c'est une hypothèse qui n'a pas été vérifiée, mais peut-être en lien aussi avec, on est habitué aux exercices d'évacuation en termes d'incendie et compagnie. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec ça, avec le fait que c'était déjà relativement élevé. Mais aussi, même principe à l'école, je suis capable de mettre en pratique un plan d'évacuation en cas d'inondation. Donc, les jeunes se sentent davantage préparés quant à en cas de survenue d'un aléa d'inondation. 10h43, on approche de la fin, hein. On veut se laisser un petit peu de temps de discussion. On constate que la notion de risque, elle demeure vraiment complexe, en ce sens que, on l'a bien dit, c'est lié à trois éléments, l'aléa, la vulnérabilité, l'exposition. Donc, il faut bien maîtriser les trois et comprendre que c'est à l'intersection pour être en mesure de bien comprendre la notion de risque. Et on a vu que à la fois pour les enseignants et les enseignantes, mais pour les élèves, ça demeure complexe, entre autres parce que c'est associé à diverses disciplines. Cela dit, même si la notion de risque demeure vraiment complexe, les élèves peuvent s'approprier plusieurs aspects liés au risque d'inondation. Puis ces aspects-là leur permettent de bien se préparer puis de faire diminuer les risques. En ce sens qu'ils comprennent bien quel genre de mesures on peut appliquer dans quel contexte, en ce sens qu'ils ont bien compris plusieurs des concepts qui sont nécessaires pour justement pouvoir se protéger en partie contre les inondations. Je vous fais remarquer que l'analyse des données pourra se poursuivre au cours des prochains mois parce qu'on a plusieurs autres données, des tâches réalisées par les élèves, des entrevues avec les personnes enseignantes. Donc, on a déjà un bon bout d'analyse de fait, mais il y a des prolongements d'analyse qui pourront avoir lieu dans ces temps-ci ainsi que dans les prochains mois. Je m'arrête ici, je donne la parole à Chantal. Oui, donc en fait, effectivement, en conclusion de ce projet-là qui nous a bien occupés, qu'on a trouvé fort intéressant avec tous ces différents résultats-là, donc en plus d'être une notion complexe, le risque d'inondation, ça demeure vraiment un phénomène qui est très localisé et qui est vraiment associé à des particularités locales, géographiques, économiques, culturelles, etc. Et ça, on l'a vu en faisant le projet, plus on pouvait avoir des exemples locaux qui parlaient aux élèves en lien avec leur bassin versant, plus là, ça pouvait être parlant et ça nous permettait aussi de contrer là, cet effet de dry feed que, par exemple, des chercheurs aux Pays-Bas ont mis de l'avant à l'effet que des fois, les élèves comprennent les principes d'inondation, mais se sentent quand même inattaquables ou en fait complètement à l'abri de ça, ça ne peut qu'arriver aux autres. Moi, mes pieds restent au sec. Donc ici, là, ça nous permet de voir ça. L'interdisciplinarité aussi, Audrey l'a souligné, vous avez vu dès le départ avec la composition de l'équipe, c'est vraiment un moyen pertinent, voire essentiel pour sensibiliser des gens qui sont non spécialisés aux inondations. Donc, nos enseignants étaient des personnes non spécialistes des inondations, les élèves aussi des personnes non spécialistes des inondations. Donc, cette interdisciplinarité-là permet de comprendre. Donc, on peut pas cantonner l'éducation au risque d'inondation dans une seule discipline à l'école parce que ça perd sa valeur. Cette interdisciplinarité-là en enseignement, ceci dit, pose de nombreux défis, surtout au secondaire. L'enseignement est très morcelé d'une discipline à l'autre. C'est pas évident là, d'amener un enseignant de géographie avec une enseignante de sciences puis une enseignante de mathématiques, par exemple, à travailler ensemble dans un projet. C'est pas une alliance nécessairement naturelle. Et c'est ce qui explique, là, Marco le soulignait,
que parfois, dans des contextes d'adaptation scolaire où on a seulement qu'un ou une titulaire de classe, des fois, cette alliance-là entre les disciplines était plus facile. Donc, l'interdisciplinarité en enseignement est une richesse, mais ça demeure aussi un défi. Tout comme en recherche, hein, déjà, comme équipe intersectorielle, comme équipe interdisciplinaire, c'est certain qu'on a chacun à la fois des disciplines différentes dans le cas des didacticiens, mais avec nos spécialistes des inondations, ben, il y a aussi là, des postures qui sont différentes, ce qui est très riche à terme, mais qui demande un temps quand même pour laisser les différentes postures s'exprimer, pour comprendre les postures de chacun, chacune. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, et là on arrive à quelque chose de très riche, mais il faut se donner le temps. Donc dans la construction d'une activité d'éducation, de sensibilisation, de faire ce travail-là, parce que ça permet en bout de ligne, on le voit avec les résultats là, des retombées là qui sont intéressantes. Les capsules comme outil de sensibilisation, c'est quelque chose qui, je le disais au départ, n'était pas prévu, mais qui nous semble être un outil là, fort utile. Et évidemment, ce projet-là, donc, on souhaite qu'il y ait différentes suites. Audrey mentionnait l'analyse qui va se poursuivre. On a vraiment beaucoup de données, donc là, on a fait une première analyse, mais là, on va poursuivre, on va affiner tout ça. On regarde aussi peut-être pour adapter là, certaines activités pour le primaire, le troisième cycle primaire, cinquième, sixième année. Au primaire, la difficulté ou l'obstacle de l'interdisciplinarité, comme on a une personne qui est titulaire là, pour parler de l'ensemble des disciplines avec les élèves, c'est quelque chose qui pourrait être facilitant. En même temps, il y a d'autres défis par rapport à l'âge des élèves. Et aussi de participer à différents projets de sensibilisation, que ce soit par le biais de municipalités, de différentes organisations. Donc, il y a quand même là, des apprentissages dans le cadre de projets-là qui sont intéressants. Donc, si on fait le dernier mot, tu peux changer, Mathieu. Donc, en fait, le rapport scientifique va être disponible en 2026. On est en train de travailler actuellement là à le peaufiner, tout ça. Le diaporama, ceci dit, d'ici là, il est déjà accessible. Vous pouvez nous rejoindre aussi. Donc, c'est vraiment là quelque chose qui embrasse vraiment là, la réalité de l'enseignement, donc avec cette préoccupation-là là, pour l'éducation là, aux inondations, là, la sensibilisation. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici. Donc nous demeurons disponibles là, pour répondre à vos questions, que ce soit maintenant et comme c'était mentionné là, au début là, du webinaire, là, donc il pourra aussi avoir par la suite, vous avez nos coordonnées et quand il sera rendu disponible, là, quand il sera finalisé, le rapport scientifique sera disponible aussi sur le site d'Ouranos et vous y retrouverez encore plus de détails que ce que nous avons présenté aujourd'hui. Donc, merci. Emmanuel, je vous repasse Oui, la parole. ben oui, parfait. Sur Merci beaucoup Ouranos. pour cette présentation. Donc, dans le chat, il y avait eu quand même beaucoup de questions pour accéder aux documents. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de contenu qui a été produit. Donc, allez explorer et découvrir tout le matériel qui a été développé dans le cadre du projet. On a une dizaine de minutes pour des questions. On peut commencer dans la salle. Oui, Hélène. Merci pour cette excellente présentation. Moi, je ne suis pas surprise de l'audace des enseignants d'adaptation scolaire. Par contre, j'ai été impliquée dans les anciennes commissions scolaires. Donc, par contre, la frilosité potentielle du ministère ou des centres de services scolaires à présenter des enrichissements ou sur des sujets un peu complexes, ça, je peux facilement le concevoir. Donc, avez-vous analysé bien que le nombre d'élèves impliqués est plus petit, avez-vous analysé de façon distincte les classes d'adaptation scolaire versus les classes dites régulières? Ben, je peux me lancer, puis mes collègues pourront compléter. Donc, à ce stade-ci, en fait, là, on a là, ce qu'on vous a présenté, là, c'est l'analyse globale de l'ensemble des élèves. Là, en fait, il y a au-dessus de 200 élèves, mais ceux pour lesquels on a vraiment les données pré-test, post-test, là, c'est environ 170. Donc, actuellement, pas encore. Mais on a vraiment les données pour chacun des groupes. Et ça fait partie des choses qu'on veut essayer de voir. Est-ce qu'un projet comme ça, qui se veut interdisciplinaire, a un impact plus grand du côté des élèves en adaptation scolaire que du côté là, qui sont dits en classe, des élèves qui sont en classe régulière. Cela dit, on avait vraiment des contextes qui sont très différents. Puis même si on prend nos quelques classes qu'on avait en adaptation scolaire, elles sont très différentes l'une de l'autre. Donc, c'est certain que ça peut rendre ça difficile ça sera difficile de faire une généralisation, là, mais c'est certain qu'on veut, parmi les analyses qu'on souhaite faire pour la suite, là, ça fait partie des choses qu'on veut essayer d'aller explorer parce que
quand au départ du projet, quand on l'avait présenté pour essayer de recruter des classes d'enseignants, il y a des gens dans des centres de services scolaires, des conseillers pédagogiques qui nous disaient, écoutez, si vous êtes capable d'arriver avec un projet interdisciplinaire qui fonctionne pour des élèves en adaptation scolaire, je veux dire, moi, je suis preneur, là. Je veux dire, mes enseignants, ils vont vouloir ça. Donc, fait que c'est certain qu'on a un intérêt à aller de ce côté-là aussi, là, mais c'est pas encore fait. Peut-être pour compléter, on a trouvé intéressant aussi que justement, même si on va faire des analyses en séparant, mais qu'en regroupant le total, on a des résultats quand même relativement nets en termes d'effet de la séquence. On aurait pu craindre que l'hétérogénéité, le fait d'avoir des classes en adaptation scolaire, le fait d'avoir, enfin voilà, une vraie diversité qui en fait est souvent assez inévitable, hein, mais c'est bon, voilà, c'est des contextes qui sont, comme le disait Chantal, assez différents, etc. Parce que ça crée beaucoup de bruit et que les résultats soient pas très nets. Et puis en fait, même globalement, ils sont relativement nets. Après, comme notre échantillon est pas énorme, c'est vrai qu'on va tester par sous-groupe, mais c'est vrai que le nombre d'élèves est pas gigantesque, donc statistiquement, après, il y a des limites. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, je crois qu'il y avait une question en ligne, Mélissa Picotte. Oui, bonjour. Je travaille pour la direction de la sécurité civile à la ville de Montréal. Puis on est très intéressé par tous les projets là, qui touchent à la sensibilisation. Donc la démarche qui a été faite, c'est vraiment intéressant. Puis je voulais vous entendre au niveau est-ce que vous pensez par rapport à la transférabilité des méthodes éducatives qui ont été utilisées, est-ce que ça serait possible de les adapter cette approche pédagogique-là qui a été utilisée pour les élèves pour que ça soit efficace avec d'autres clientèles comme la population plus en général ou certains types de populations, peut-être les nouveaux arrivants aussi, qui sont les populations plus vulnérables dans les municipalités. Je serais intéressée de vous entendre là-dessus. Ben, je vous dirais oui, clairement. Et moi, ce projet-là, on l'a présenté dans différents congrès. La semaine dernière, je le présenterai dans un congrès des enseignants d'univers social. Et j'ai comme une enseignante qui est proche du canal La Chine en milieu défavorisé qui est intéressée à essayer ça avec ses élèves que je vais probablement accompagner. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, il y a une transférabilité. C'est certain que, puis ça fait partie de nos défis. Je veux dire, on partage tous les documents qui sont là. Là, actuellement, on travaille à finaliser un peu ça. Mais le grand défi, c'est on s'est rendu compte en faisant le projet qu'il faut que les enseignants aient quand même un minimum d'informations pour vraiment être capables de faire quelque chose qui va donner un effet avec les élèves. Nous, comme dans le cadre du projet de recherche, on avait la possibilité, comme je le dis rapidement, hein, de fournir, par exemple, des cartes locales, de faire les contacts avec les organismes de bassin versant, souvent ce qu'une enseignante titulaire en classe n'a pas le temps de faire. Donc, on pouvait faire ces choses-là et on pouvait aussi répondre à leurs questions. Et ça reste donc pour nous de donner assez d'informations pour que les enseignants, les enseignantes puissent s'approprier ça. Donc, ça reste quand même là, un défi par rapport à la transférabilité. Mais c'est quelque chose, puis que ce soit là, donc dans le fond, moi je suis basée là, en fait à l'UQO Campus Saint-Jérôme, là, donc dans la grande région montréalaise. Mais c'est ça, donc cette transférabilité-là, c'est certain que c'est un souhait. Je veux dire, moi, dans un monde idéal, j'aimerais ça qu'à terme, on puisse avoir une carte du Québec avec les différents bassins versants et selon le milieu où un enseignant est situé, son école est située, va cliquer là-dessus, va avoir la séquence, va avoir les informations et peut faire ça. Mais il y a moyen de faire des liens. Puis, dans un contexte avec des élèves qui sont des nouveaux arrivants, là, il y a possiblement des liens qui peuvent être faits avec ce que les parents ont vécu. Par exemple, dans une des classes où on a fait l'adaptation, quand on faisait le focus group après avec les élèves, on demandait aux élèves s'ils y avaient parlé des inondations avec leurs parents et on n'était pas dans un milieu d'immigration très fort, mais il y avait un élève issu de l'immigration qui disait, oui, ben là, mes parents m'ont appris que dans le pays où on habitait avant, donc, il y avait vécu des inondations, ci et ça. Donc, il y a quand même des liens qui sont possibles en ce sens-là. Puis, on veut essayer de travailler en ce sens-là. Merci. Mais merci. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions en ligne ni dans la salle. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe pour la présentation. Donc, tous les documents vont être accessibles aussi. La page du projet sur le site d'Ouranos va aussi être mise à jour. Donc, encore merci pour cette présentation. Puis, je vous invite, si vous êtes intéressé sur les questions de l'eau, à sauter sur le second webinaire qui va démarrer à 11 heures avec Sophie Duchesne. Mais c'est un lien différent, donc connectez-vous sur le lien qui a été ajouté dans le chat. Donc, merci beaucoup, puis bonne fin de journée.